Épisode TurboQuant, la compression presque parfaite. Chapitre 1. Le mur de la mémoire. Chaque mot qu'une intelligence artificielle génère a un coût. Un coût en mémoire, en énergie, en argent. Et ce coût explose avec la longueur de la conversation. 700 000 $ par jour, c'est, selon une estimation du cabinet Semi-Analysis en 2023, ce que coûtait l'infrastructure de ChatGPT. 700 000 $ chaque jour. Et depuis, ce chiffre n'a fait qu'augmenter. Certaines estimations parlent aujourd'hui de plusieurs millions par jour. Et la première cause de ce coût, ce n'est pas le calcul, c'est la mémoire. Quand vous posez une question à ChatGPT, à Gemini ou à Claude, il se passe quelque chose de très concret dans un data center quelque part dans le monde. Un processeur graphique, un GPU, se met au travail. Et ce GPU fait deux choses, il calcule et il se souvient. Calculer, c'est ce qu'on imagine spontanément, des multiplications de matrices, des opérations mathématiques massives. Mais se souvenir, ça, c'est le problème que presque personne ne voit. Et c'est pourtant celui qui coûte le plus cher. Pour voir où l'argent s'évapore, il faut revenir à la mécanique de base. Les grands modèles de langage fonctionnent avec un mécanisme appelé l'attention. L'idée est simple. Chaque nouveau mot que le modèle génère doit pouvoir regarder tous les mots précédents, tous, pour décider lequel est important, lequel l'est moins, et construire sa réponse en conséquence. Concrètement, chaque mot est transformé en 3 vecteurs, 3 listes de nombres. Le premier, c'est la requête, ce que le mot cherche. Le deuxième, la clé, ce qu'il représente. Le troisième, la valeur, l'information utile qu'il porte. Le modèle compare la requête du nouveau mot avec les clés de tous les mots précédents, calcule des poids d'importance, puis combine les valeurs. C'est élégant, c'est puissant, et c'est extrêmement gourmand en mémoire. Parce que pour chaque mot généré, il faut garder en mémoire l'ensemble des clés et des valeurs de toute la conversation. C'est le KV cache, le cache des clés et des valeurs, et il grossit avec chaque mot supplémentaire. Prenons un exemple concret. Llama 3, le modèle open source de Meta, dans sa version à 8 milliards de paramètres, pour un contexte de 128 000 tokens, le KV cache pèse environ 16 gigaoctets. 16 gigaoctets juste pour se souvenir de ce qui précède. Un GPU H100 de Nvidia a 80 gigaoctets de mémoire. Faites le calcul. Avec un seul utilisateur et un contexte long, le KV cache mange déjà 1/5 de la mémoire totale du GPU. Avec Llama 70B, le modèle plus gros, le cache atteint environ 39 gigaoctets. Ajoutez les 140 gigaoctets de poids du modèle en demi-précision et un seul GPU ne suffit plus. Et dans la réalité, un data center ne sert pas un seul utilisateur, il en sert des milliers, simultanément. Or, la phase critique, la génération de texte, mot par mot, n'est pas limitée par la puissance de calcul. Elle est limitée par la bande passante mémoire, le va-et-vient entre la mémoire et le processeur. C'est ce goulot-là qui détermine le coût. Selon plusieurs analyses du secteur, cette phase de décodage représente 70 à 80% de la facture d'inférence. Le prix par token a chuté. Pour un modèle de pointe, il est passé de 30 à 60 $ par million de tokens en 2023 à quelques dollars en 2025, et même sous le dollar pour les modèles open source. Mais le volume, lui, a explosé. Plus de contexte, plus d'utilisateurs, plus de requêtes. Le KV cache est devenu le poste budgétaire invisible de l'intelligence artificielle, et personne n'en parle. Et c'est là qu'intervient une question très simple. Si on pouvait réduire la taille de ce cache par 4, par 5, par 6, sans perdre en qualité de réponse, on libérerait de la mémoire, on accélérerait le décodage et on diviserait les coûts. Peut-on compresser autant sans casser quelque chose ? Pour répondre à cette question, il faut remonter à 1948, à un homme qui circulait en monocycle dans les couloirs des Bell Labs, en jonglant. Chapitre 2. La limite de Shannon. En 1948, un mathématicien discret pose les bases de toute la théorie de l'information. Son nom, Claude Shannon. Et dans ses équations se cache une vérité brutale. Il existe une frontière qu'aucun algorithme ne pourra jamais franchir. Claude Shannon est probablement le génie le plus sous-estimé du XXe siècle. Mathématicien, ingénieur, jongleur, bricoleur de génie. Il a construit une souris mécanique capable de résoudre un labyrinthe. Il jouait de la trompette lance-flamme pour amuser ses collègues et il se déplaçait dans les couloirs des Bell Labs en monocycle. Mais entre deux excentricités, il a inventé l'ère numérique. En 1937, à 21 ans, son mémoire de master démontre qu'on peut utiliser l'algèbre de Boole pour concevoir des circuits électriques. C'est le pont entre les mathématiques
l'informatique et l'électronique, la fondation de tout ordinateur moderne. Et en 1948, il publie un article intitulé A Mathematical Theory of Communication. Ce papier crée un champ entier, la théorie de l'information. Shannon y pose une question fondamentale. Quand on transmet un message, quand on le stocke, quand on le compresse, quelle est la quantité minimale d'informations nécessaires pour le représenter? Il introduit le concept d'entropie de l'information, une mesure de l'incertitude du contenu en surprise d'un message. Et il démontre qu'il existe une limite théorique à la compression sans perte. On ne peut pas descendre en dessous de l'entropie, point. Mais Shannon va plus loin. En 1959, il s'attaque à un problème encore plus subtil, celui de la compression avec perte. L'idée, c'est celle-ci. Si on accepte une certaine dégradation, une certaine distorsion, combien de bits faut-il au minimum pour représenter le signal? C'est ce qu'on appelle la fonction débit-distorsion. Et Shannon prouve qu'il existe, là aussi, une frontière infranchissable. Pour un niveau de distorsion donné, il y a un plancher, un nombre minimal de bits en dessous duquel aucun algorithme, aussi malin soit-il, ne peut descendre sans dépasser cette distorsion. L'analogie la plus simple, c'est la photographie. Vous compressez une image. Au début, vous ne voyez pas la différence. Puis les détails commencent à disparaître. Les visages deviennent flous. Et à un moment, il y a un mur. En dessous d'un certain nombre de bits par pixel, les visages sont méconnaissables. Shannon a prouvé que ce mur n'est pas un défaut de nos algorithmes. C'est une propriété fondamentale de l'information elle-même. Et c'est exactement ce cadre qui s'applique au KV cache. Dans un modèle de langage, les clés et les valeurs sont stockées en haute précision, typiquement 16 bits par coordonnée. Pour des vecteurs de 128 dimensions par tête d'attention, sur des dizaines de couches. On veut les compresser, descendre à 4 bits, à 3 bits, peut-être même à 2 bits, mais en gardant leur structure géométrique. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la valeur exacte de chaque coordonnée, c'est la relation entre les vecteurs, leur distance, leur produit scalaire, c'est-à-dire le calcul qui détermine si deux mots sont liés ou non. Le mécanisme d'attention repose entièrement sur ces produits scalaires. Si la compression les déforme trop, le modèle déraille. La question que pose TurboQuant est donc très précise. Peut-on atteindre cette limite de Shannon? Peut-on compresser le KV cache avec une distorsion quasi optimale, le minimum théorique ou presque? En avril 2025, une équipe de Google Research publie un papier sur Archive. 4 chercheurs, Amir Zandier, spécialiste des algorithmes sous-linéaires, Majid Daliri de l'Université de New York, Majid Adian de Google DeepMind et Vahab Mirokni, vice-président et Google Fellow. Leur réponse, c'est oui. Leur algorithme s'appelle TurboQuant et il s'approche de la borne de Shannon à un facteur 2,7. Autrement dit, la distorsion de TurboQuant n'est que 2,7 fois supérieure au minimum absolu imposé par les lois de l'information. Laissez ce chiffre résonner un instant. 2,7 fois le plancher théorique. Pas 10 fois, pas 100 fois. 2,7. Pour les faibles largeurs de bits, 1 ou 2 bits par coordonnée, ce facteur descend même à 1,45. Presque le plancher. Pour y arriver, ils ont utilisé un tour de passe-passe géométrique. Et c'est là que l'histoire devient vraiment belle, parce que la solution est d'une simplicité presque insolente. Chapitre 3. Le tour de passe-passe. Pour compresser un vecteur à 1000 dimensions, on pourrait penser qu'il faut connaître intimement les données. TurboQuant fait exactement l'inverse. Il commence par tout mélanger, et c'est ce mélange qui rend la compression optimale. Le problème de départ est le suivant. Vous avez un vecteur, une liste de nombres en très haute dimension, disons 128 dimensions, comme dans une tête d'attention d'un modèle de langage. Vous voulez le représenter avec moins de bits, mais les coordonnées ne sont pas indépendantes, elles sont corrélées, entremêlées. Compresser chacune séparément, sans tenir compte des autres, donne un résultat médiocre. Les méthodes classiques, comme la product quantization utilisée dans les bases de données vectorielles, contournent ce problème en entraînant des dictionnaires sur les données. On prend un gros échantillon, on fait tourner un k-means, un algorithme de regroupement, pour trouver les meilleurs représentants, et on stocke pour chaque vecteur l'indice du plus proche. Ça marche, mais c'est lourd, et c'est lent. Il faut un entraînement préalable. Et surtout, c'est dépendant des données. Si les données changent, le dictionnaire devient obsolète. Pour le KV cache, c'est rédhibitoire. Le cache se remplit en temps réel, mot après mot. On ne peut pas s'arrêter pour entraîner un dictionnaire. Il faut ce qu'on appelle un algorithme data oblivious, aveugle aux données, qui compresse instantanément, sans préparation, sans jamais regarder ce qu'il va recevoir. Et voici l'idée centrale de TurboQuant. Si on ne peut pas adapter la compression aux données, on va adapter les données à la compression. Comment? Par une rotation aléatoire. On prend le vecteur d'entrée et on le multiplie par une matrice de rotation tirée au hasard. Imaginez une orange posée sur une table. Vous la faites rouler dans une direction imprévisible. L'orange ne change pas de forme, elle ne change pas de taille, mais l'endroit exact où elle touche la table, lui, change complètement. C'est la même chose avec le vecteur. La rotation ne touche pas sa longueur, ni sa structure globale, mais elle redistribue totalement ses coordonnées. Et c'est là que tout bascule. Après cette rotation aléatoire, le vecteur se retrouve uniformément distribué sur la surface d'une sphère en haute dimension. C'est un résultat classique en géométrie. Et soudain, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Chaque coordonnée du vecteur tourné suit une loi mathématique très précise, une distribution bêta. Qu'est-ce qu'une distribution bêta? Une courbe en cloche, concentrée autour de 0, dont la forme ne dépend que de la dimension, pas des données. Quand la dimension augmente, cette bêta converge même vers une gaussienne, la fameuse courbe en cloche. Mais le plus important, c'est ceci.
Les coordonnées du vecteur tourné deviennent presque indépendantes les unes des autres. C'est un résultat profond de la théorie des probabilités, la quasi-indépendance des coordonnées. Et c'est la clé de tout. Pourquoi ? Parce que si les coordonnées sont indépendantes, alors on peut les compresser séparément, sans perdre d'optimalité. Un problème multidimensionnel monstrueux se décompose soudainement en centaines de petits problèmes identiques, chacun en une seule dimension. Et pour résoudre chacun de ces petits problèmes, TurboQuant utilise un outil qui date de 1960, le quantifieur de Lloyd-Max. L'idée est celle d'un K-means en une dimension. Imaginez la courbe en cloche de chaque coordonnée. Vous voulez la découper en intervalles et placer un représentant dans chacun. Si vous avez 2 bits, vous avez 4 intervalles, 3 bits, 8 intervalles, 4 bits, 16 intervalles. Le quantifieur de Lloyd-Max pose les frontières à mi-chemin entre deux représentants et positionne chaque représentant au centre de gravité de son intervalle. Là où il y a beaucoup de probabilités, au centre de la cloche, les intervalles sont étroits, pour être précis. Là où il y a peu de probabilités, dans les queues, les intervalles sont larges, parce que la précision y importe moins. C'est optimal, démontré mathématiquement. Et puisque la distribution est toujours la même, elle ne dépend que de la dimension, les tables de quantification peuvent être précalculées une seule fois et réutilisées indéfiniment. Pas de K-means à chaque nouveau vecteur, pas d'entraînement, pas de dictionnaire, juste une rotation, un arrondi coordonnée par coordonnée, et c'est fait. Le résultat, à 3 bits par coordonnée, la distorsion est d'environ 3%. À 4 bits, moins de 1%. Presque rien. Et la vitesse ? Sur les benchmarks du papier, avec des vecteurs en 1536 dimensions, la product quantization classique prend 240 secondes pour indexer le corpus, parce qu'elle doit entraîner ses dictionnaires. Un autre algorithme récent, RabbitQ, prend 2268 secondes. TurboQuant, 0,0013 secondes. Près de 200 000 fois plus rapide. Parce qu'il n'y a rien à entraîner. Pas de dictionnaire, pas de K-means. Juste une rotation et un arrondi. La compression la plus puissante du monde repose sur un coup de dé géométrique et un algorithme des années 60. Mais il restait un problème subtil, presque invisible, un problème de biais. Chapitre 4. Le problème du biais. Minimiser l'erreur, c'est nécessaire. Mais l'attention ne mesure pas des erreurs, elle mesure des ressemblances. Et sur ce terrain-là, TurboQuant première version trichait un peu, involontairement. Pour comprendre le problème, il faut revenir à ce que le mécanisme d'attention fait réellement. Il ne compare pas des vecteurs en mesurant leur distance. Il calcule des produits scalaires. Un produit scalaire, c'est une mesure de similarité entre deux vecteurs. Deux vecteurs qui pointent dans la même direction ont un produit scalaire élevé. Deux vecteurs perpendiculaires ont un produit scalaire nul. Le mécanisme d'attention utilise ces produits scalaires pour décider quel mot est pertinent pour quel autre mot. Donc quand on compresse les vecteurs du KV cache, ce n'est pas seulement l'erreur de reconstruction qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est que les produits scalaires entre le vecteur compressé et les autres vecteurs restent fidèles aux originaux. Et là, le premier étage de TurboQuant, le quantifieur optimisé pour l'erreur quadratique, pose un problème. Il est biaisé, c'est-à-dire qu'en moyenne, il ne restitue pas exactement la bonne valeur du produit scalaire. Il la sous-estime, systématiquement. Le papier le démontre avec un cas simple. À 1 bit par coordonnée, le biais multiplicatif est de 2 sur pi, soit environ 0,64. Le produit scalaire estimé ne vaut en moyenne que 64% de la vraie valeur. À 2 bits, le biais diminue. À 3 ou 4 bits, il devient négligeable. Mais à faible nombre de bits, là où la compression est la plus agressive et la plus utile, le biais est un vrai problème. Pour le corriger, l'équipe de Google Research a utilisé un outil mathématique développé 1 an plus tôt par deux des mêmes auteurs, le QJL, le Quantized Johnson-Lindenstrauss. Le QJL s'appuie sur un résultat fondateur, le lemme de Johnson-Lindenstrauss. C'est un résultat fondamental en géométrie algorithmique et il dit en substance ceci: si vous avez un ensemble de points en très haute dimension, vous pouvez les projeter dans un espace beaucoup plus petit, beaucoup moins de dimensions, tout en préservant à peu près les distances entre les points. Imaginez une pièce remplie de gens. Si vous les photographiez depuis le plafond, vous aplatissez l'espace de 3 dimensions à 2. Mais les gens qui étaient proches restent proches sur la photo. Les gens qui étaient loin restent loin. Vous avez réduit les dimensions, mais les distances ont survécu. Le lemme de Johnson-Lindenstrauss prouve qu'on peut faire ça même en passant de 1000 dimensions à quelques centaines, en multipliant par une matrice de nombres tirée au hasard. C'est contre-intuitif, mais c'est prouvé mathématiquement. Le QJL pousse cette idée à l'extrême. Il projette le vecteur avec une matrice gaussienne aléatoire, puis prend uniquement le signe de chaque coordonnée, plus ou moins, un seul bit par coordonnée. Et il démontre que le produit scalaire estimé à partir de ces signes est non biaisé. En moyenne, il donne exactement la bonne valeur. La solution de TurboQuant est donc un algorithme en 2 étages. Premier étage, appliquer le quantifieur Lloyd-Max optimisé pour l'erreur quadratique avec un bit de
moins que le budget total. Cela minimise la taille du résidu, l'écart entre le vecteur original et sa version reconstruite. Deuxième étage, prendre ce résidu et appliquer le QJL dessus. Un seul bit supplémentaire par coordonnée. On stocke trois choses: les indices de quantification du premier étage, les signes du QJL sur le résidu et la norme du résidu. Le résultat est un estimateur de produit scalaire non biaisé dont la distorsion est bornée formellement. La borne inférieure de Shannon, celle que personne ne peut battre. TurboQuant est à un petit facteur constant de cette limite. Pour tous les bits, pour toutes les dimensions, non biaisé, deux étages, deux idées vieilles de plusieurs décennies. Et soudain, un résultat que personne n'avait atteint avant. Chapitre 5. Ce que ça change. La théorie est élégante, mais la vraie question, c'est celle des résultats. Que se passe-t-il quand on branche TurboQuant sur un vrai modèle de langage, avec de vraies requêtes, sur de vrais GPU? Le premier test est le plus spectaculaire. On l'appelle le needle in a haystack, l'aiguille dans une botte de foin. L'idée est simple. On prend un très long document, jusqu'à 104 000 tokens, et on y cache une phrase précise à un endroit aléatoire. Puis on demande au modèle de la retrouver. C'est un test de mémoire pure. Si la compression du KV cache fait perdre de l'information, le modèle rate l'aiguille. Plusieurs méthodes concurrentes ont été testées dans les mêmes conditions avec un taux de compression de 4. Autrement dit, le cache ne pèse plus qu'un quart de sa taille originale. SnapKV obtient un score de rappel de 0,858, PyramidKV 0,895, Kivy, une méthode de quantification scalaire, atteint 0,981. PolarQuant, un prédécesseur de TurboQuant développé par la même équipe, monte à 0,995. Et le modèle sans aucune compression, pleine précision, 0,997. Et TurboQuant, 0,997. Exactement le même score que le modèle non compressé. Laissez ce chiffre résonner un instant, avec 4 fois moins de mémoire. L'aiguille est retrouvée à chaque fois, quelle que soit sa position dans le document, quelle que soit la longueur du texte. Le deuxième test est plus complet. Longbench, un benchmark qui couvre des tâches variées, questions-réponses sur un ou plusieurs documents, résumé, apprentissage par exemple, complétion de code. Là encore, TurboQuant à 3,5 bits obtient un score moyen de 50,06, exactement identique au modèle non compressé à 16 bits. À 2,5 bits, une compression de plus de 6 fois, le score ne baisse que de 0,6 points, de 50,06 à 49,44, presque rien. Et TurboQuant à 2,5 bits fait mieux que Kivy à 3 bits qui obtient 48,50. Il fait mieux que PolarQuant à 3,9 bits qui obtient 49,78, avec moins de bits. Pour la recherche de plus proches voisins, l'autre grand cas d'usage, celui des bases de données vectorielles, TurboQuant surpasse systématiquement la product quantisation classique en taux de rappel. Et le temps d'indexation est essentiellement nul. Qu'est-ce que tout ça signifie concrètement? Rappelez-vous, la mémoire représente 70 à 80% de la facture d'inférence. Compresser le KV cache par un facteur 4 à 6, c'est libérer de la mémoire GPU, servir plus d'utilisateurs simultanément sur le même matériel et accélérer chaque réponse. À l'échelle d'un chat GPT, les économies se chiffrent en centaines de milliers de dollars par jour. Pour les bases de données vectorielles, l'impact est différent mais tout aussi significatif. Moins de mémoire par vecteur, c'est plus de vecteurs par serveur. C'est pouvoir indexer des milliards de documents sans faire exploser les coûts et ajouter des données en temps réel, sans phase de pré-traitement. Mais il faut nuancer. TurboQuant cible l'inférence, pas l'entraînement. Les coûts d'entraînement des modèles restent ce qu'ils sont. Et TurboQuant n'est pas encore déployé en production. Pas dans Gemini, pas dans Google Cloud. Pour l'instant, c'est de la recherche. Mais de la recherche que Google prend très au sérieux. Le 24 mars 2026, il y a 10 jours, Google Research a publié un billet de blog officiel intitulé TurboQuant, Redefining AI Efficiency with Extreme Compression. Le papier sera présenté à ICLR 2026, l'une des plus grandes conférences mondiales en apprentissage automatique, dans les prochaines semaines. TechCrunch a titré sur la comparaison avec PipePiper, l'algorithme de compression fictif de la série Silicon Valley. Tom's Hardware a couvert l'annonce. Et le jour de l'annonce, les actions de plusieurs fabricants de mémoire ont baissé. Le marché a compris le signal. Si on peut diviser par 6 la mémoire nécessaire à l'inférence, la demande en puce mémoire pour l'IA pourrait être moins forte que prévu. Le billet met aussi en avant les implications pour la recherche sémantique. Et là encore, le signal est énorme. Les bases de données vectorielles sont au cœur du moteur de recherche. Compresser ces index sans perte de qualité, avec un temps d'indexation quasi nul, c'est potentiellement une révolution pour l'infrastructure de Google Search elle-même. L'équipe derrière TurboQuant n'en est pas à son premier coup. Amir Zandier avait déjà publié QJL en 2024 avec Majid Daliri et Insoo Han, présenté à AAAI 2025. Puis avec Vahab Mirokni, vice-président et Google Fellow,
il avait co-signé PolarQuant début 2025, accepté à iStats 2026. TurboQuant est l'aboutissement de cette ligne de recherche. Ce qui est frappant, au fond, c'est que la solution repose sur des idées vieilles de plus de 60 ans. Shannon a posé les fondations en 1948, puis défini les bornes de distorsion en 1959. Lloyd et Max ont inventé leur quantifieur en 1960. Johnson et Lyndon Strauss ont démontré leur lemme en 1984. TurboQuant ne fait qu'assembler ces pièces, mais il les assemble d'une manière que personne n'avait trouvée avant. Une rotation aléatoire qui transforme un problème impossible en un problème trivial. Un quantifieur scalaire vieux de 65 ans qui s'avère optimal quand les coordonnées sont indépendantes. Et un correcteur de biais à 1 bit qui rend le tout non biaisé. Le tout en 1 millième de seconde, à un facteur 2,7 de la perfection mathématique. Il y a quelque chose de très Shannon là-dedans. Shannon qui jonglait dans les couloirs, qui construisait des souris mécaniques, et qui posait tranquillement les lois fondamentales de l'information. La compression la plus puissante du monde repose sur des idées que n'importe quel mathématicien des années 60 aurait pu formuler. Mais il a fallu attendre 2025 pour que quelqu'un les regarde sous le bon angle. L'élégance n'est pas dans la complexité de la solution. Elle est dans la simplicité du regard porté sur le problème. Et parfois, c'est comme ça que la recherche avance. Pas en ajoutant, en retirant. Vous écoutiez TurboQuant, la compression presque parfaite. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a intéressé, le plus simple est de le partager.